Alors, on arrive à la dernière partie, qui est au niveau Oui, du savoir-être. Donc, c'est une dimension qui est aussi intéressante parce que on en parle peu. oui, Et quand on arrive en stage, ben, c'est ce qu'on appelle les schèmes relationnels. OK? oui. Mais aujourd'hui, on va regarder comment que toute notre subjectivité, toutes nos réactions socio-affectives viennent comme influencer l'évaluation. Mais souvent, on le voit comme péjoratif, mais c'est positif. Les psychiatres vont parler beaucoup du flair clinique. Oui, le OK? pif, le Oui, pif. le pif, là, tu sais, dans le sens que parfois, il y a des clients qui, pour mille et une raisons, OK, vont raconter leur histoire et ils vont plus minimiser qu'est-ce qui se passe, OK? Mais on le sent, ça. Il y a comme quelque chose qui nous dit, ouf, ça a l'air dur, mais il me semble qu'il ne va pas au fond des choses. Puis parfois, il y a des clients qui, au contraire, OK, ils en mettent beaucoup, beaucoup, puis ils les entendent parler, c'est la pire catastrophe, etc. Et là, on a l'impression qu'eux autres, ils nous en mettent plein la vue. OK? Donc, ils parlent beaucoup de ce flair-là il faut l'écouter. OK? Il faut l'écouter parce que ça nous amène une information par rapport à qu'est-ce qui se vit avec le client. Ouais. OK? Puis je pense que à partir d'une hypothèse qu'on fait, si je fais une hypothèse justement que cet individu-là me cache des choses, bien, le reste du processus d'évaluation va être important à tenir compte. Tout à fait. Alors, ça nous amène justement au graphique du savoir-être où on l'a mis vraiment 4 dimensions qui sont vraiment interreliées. OK? Oui. Et c'est les dimensions qu'on soulève, c'est des dimensions, tu dis, interreliées, puis qui sont constamment présentes. Puis, tu sais, certains clients vont provoquer ce qu'on appelle souvent aussi une résonance affective chez moi. C'est-à-dire que c'est pas par hasard, ça fait partie de ma constitution comme personne, comme intervenant et comme homme, comme conjoint, comme père. Ça peut m'affecter de différentes façons. Puis, l'impact affectif, c'est-à-dire la résonance affective que le client va provoquer chez moi, c'est une forme, ça pourrait être une forme de contre-transfert ou une forme de résonance, mais c'est important d'en tenir compte parce que, comme tu le mentionnes, ça peut influencer ma subjectivité puis ma neutralité dans le processus d'évaluation que je vais faire. Totalement. Alors, je pense que c'est toute la partie reliée effectivement à notre identité. Oui. OK. Alors, c'est sûr qu'il y a de plus en plus des travaux qui se font sur les intervenants. Ouais. OK. Il y a beaucoup d'études qui font, entre autres, sur les intervenants et nos propres, comment je pourrais dire ça, nos propres attachements. Ouais. OK. Comment ça peut influencer, justement, dans nos travaux. Mais je pense aussi, c'est de savoir, nous, jusqu'où on est capable d'entendre aussi. OK? Parce que je pense que le client va être capable de nous raconter des choses jusqu'où on est capable de l'entendre. Tout à fait. OK? Et combien de fois j'entends des étudiants dire « Ouais, mais je ne peux pas poser cette question-là. » Pourquoi tu ne peux pas poser cette question-là? Alors, ils restent surpris. Je me rappelle avec les adolescents, ils me disaient « Bien, je ne peux pas y parler de sa consommation. » Pourquoi tu ne peux pas y parler de sa consommation? Pose-lui directement la question. Il va te répondre directement. C'est ça. OK? Donc, ça va vraiment à notre identité, notre capacité, justement, de tolérer, OK, l'angoisse, de tolérer l'intensité de l'émotion de l'autre. Donc, c'est hyper important de savoir c'est où nos limites. Exact. Exactement. Parce que on travaille quotidiennement avec des personnes, des clients qui ont ils vivent un mal-être ou des difficultés qui sont parfois minimes, mais parfois intenses. Et qu'on le veuille ou pas, de façon quotidienne, on est interpellé par la souffrance des personnes. On doit être en mesure de bien se connaître pour être en mesure de tolérer d'une certaine façon ou d'accepter d'une certaine façon le travail qu'on fait au niveau de l'évaluation. Et la connaissance qu'on a de nous-mêmes, c'est une connaissance qui doit être, je dirais, le plus développée possible, le plus optimale. Sinon, on risque de pas écouter, de ne pas écouter ce que la personne nous fait ressentir, puis on passe à côté d'éléments qui sont importants. Totalement. Tu sais, j'ai marqué ici, peu importe l'approche théorique, OK, la capacité à tolérer l'angoisse, OK, à réguler
son estime de soi, d'aimer et d'être aimé, de tolérer l'agressivité, d'être congruent, authentique, de contenir ses réactions. C'est tous des éléments qui vont venir influencer qu'est-ce que l'autre va nous livrer. Oui. Oui. Puis, ce qu'on sous-estime souvent, c'est la capacité de la personne à bien nous saisir aussi comme intervenant. Et ça, on sous-estime souvent parce qu'on pense que la personne ne le perçoit pas, mais elle le perçoit très bien, puis non seulement elle le perçoit bien, mais comme tu l'as mentionné tantôt, parfois, elle va nous amener jusqu'où on peut tolérer son angoisse. Tu sais, comme moi, tu as travaillé en centre jeunesse, OK? Combien de jeunes avec lesquels on travaille qui sont habitués d'être en survie? OK? Donc, ils ont comme un instinct, je vais le dire comme ça, un instinct de survie, une hyper-vigilance qui fait qu'ils vont vite, OK, s'ajuster à l'autre. OK? Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de savoir cet impact-là, pour aussi savoir qu'est-ce qui m'appartient à moi, OK? Qu'est-ce qui appartient à l'autre et qu'est-ce qui appartient au contexte. Tantôt, je disais, on peut même créer une alliance dans un contexte d'autorité, mais la première fois qu'on va dans un contexte d'autorité où tu es très bienveillante, puis que la personne réagit parce que tu es l'autorité, bien, il faut que je sois capable, dans un premier temps, de tolérer son agressivité vis-à-vis de moi. Tout à fait. C'est son mécontentement, puis comment elle n'est pas contente, puis de l'iniquité qu'elle vit, puis etc. Et sinon, pourtant, on alimente sa dynamique, puis on répond au contenu, ce qui fait qu'on est en réaction et non en position de réceptivité. Exact. Donc, c'est vraiment important de faire cet exercice-là toujours. Qu'est-ce qui m'appartient à moi? Qu'est-ce qui appartient à l'autre et qu'est-ce qui appartient au contexte? Tout à fait. OK. L'autre partie aussi, c'est de faire attention à certains vécus qui pourraient ressembler plus ou moins à mon vécu, mais qui me touchent. Oui. OK. Alors, je sais pas, moi, je travaille avec un adolescent et cet adolescent-là me fait vivre quelque chose qui fait penser peut-être que moi-même comme adolescente ou moi-même comme parent, de vraiment détacher qu'est-ce qui est à moi de qu'est-ce qui est à l'autre. Oui. Puis on le voit souvent quand dans des équipes multidisciplinaires ou dans des équipes, par exemple, dans des centres de réadaptation ou dans des foyers de groupe, quand on donne notre perception d'un jeune, d'un adolescent, d'une adolescente, on a chacun nos perceptions différentes. Puis souvent, ce qui va nous heurter dans l'évaluation sommaire qu'on fait du client, c'est ce qui vient souvent, ce qu'on va retenir, c'est ce qui vient nous heurter. Puis on voit, si on est dans une équipe de 6 ou 7 intervenants, ça va être très différent, mais on parle du même individu. Ah, totalement. Puis ce qui vient me chercher, moi, ça peut être plus, il est tout le temps en retard, donc, puis moi, je suis quelqu'un de très ponctuel. Cette dimension-là, elle est importante, mais lui ou elle est tout le temps en retard, donc c'est ce que je vais retenir parce que ça me heurte moi, mais c'est une forme parfois de projection qu'on fait sur nos propres Totalement. clients. Puis la même chose, si on regarde les parents, il y en a qui vont être touchés par tel aspect du parent, d'autres vont être heurtés par un autre aspect des parents, mais souvent ça vient comme venir nous chercher dans notre propre histoire personnelle, mais notre propre histoire professionnelle aussi. Tout à fait. Je pense que c'est les deux. Oui. C'est pour ça qu'on l'a mis à l'écran, on vous a mis les questions. OK? On vous a mis les questions parce qu'on trouve que c'est comme important de s'y arrêter. Alors, on dit, quelle émotion me fait vivre cette démarche d'évaluation-là? OK? Prendre conscience des émotions qui peuvent influencer mes impressions. Je trouve ça dur, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est trop lourd, c'est difficile. Puis je pourrais vous en raconter beaucoup parce que parfois le contenu est effectivement traumatisant pour nous. Tout à fait. Ma réaction est-elle conforme aux exigences de ma profession? Quand j'ai envie de ramener le jeune chez moi, je dépasse. Tout à fait. OK? Je dépasse le norme de ma profession. Quel impact que ça a sur mon agir professionnel? OK? Donc, est-ce que je veux tout de suite judiciariser parce que je trouve ça trop difficile? Parce que c'est ma réponse à ce que ça me fait vivre? Donc, c'est vraiment important de mesurer cette réaction-là chez moi. Les autres questions aussi, c'est
quel lien que je peux faire avec ma propre histoire personnelle. OK? On n'est pas des intervenants comme par hasard. Non, effectivement. OK? Donc, on a eu souvent un rôle à jouer dans notre famille ou avec nos proches. OK? Quel est mon niveau d'énergie après la rencontre? On arrive avec certains clients où on a l'impression que c'est très énergisé. Il y en a d'autres, on a l'impression qu'on les vidé. Tout à fait. OK? Donc, ça nous dit quelque chose de ce qui se passe entre ici et maintenant avec notre client. OK? Comment je peux qualifier ou quantifier mon engagement? OK? Et là, ça nous ramène... Et ça, cette notion-là, c'est important tout le long de notre carrière. Oui, tu le mentionnes, c'est important. Puis de voir la notion d'engagement ou de la proximité relationnelle avec nos clients. Si je suis en intervention pour animer des groupes avec des clients X, par exemple, bien, je peux me permettre d'avoir une interaction beaucoup plus intensive, plus près, alors que si je suis dans un processus d'évaluation, je vais garder une certaine distance. Je vais avoir un engagement qui est optimal, mais ce n'est pas le même engagement que si je suis en intervention dans le vécu partagé, par exemple. Donc, il y a des dimensions au niveau de l'engagement, au niveau de la relation, qu'on doit garder une certaine distance, donc qu'on appelle optimale. Oui, puis je trouve que c'est important ce que tu dis là, parce que, par exemple, dépendamment des endroits où on travaille, si mon rôle est juste de l'évaluation, il faut que ça soit bien campé avec le client, parce qu'il y a des clients qui vont vouloir ouvrir plein de choses parce qu'ils pensent qu'ils vont continuer le travail avec nous. C'est ça. Okay? Donc, c'est important de baliser justement notre engagement selon aussi notre mandat. Oui. OK? Mais aussi, je trouve aussi qu'il faut réfléchir à l'engagement dans un autre niveau. OK? Puis ça, c'est des éléments qu'on parle peu parce que c'est comme si c'est politiquement pas correct. Mais tu sais, si j'ai envie que mon client, il manque une entrevue parce que je le trouve désagréable, ça dit quoi? OK? Ça dit quoi à propos de ce qui se passe? OK? Si au contraire, je suis en fin de semaine, là, puis j'arrête pas de penser à mon client ou à ma cliente, cette surimplication-là, ça dit quoi par rapport à ce qui se passe? Tout à fait. OK? Et je pense que c'est important de réfléchir. Je pense à une situation où, effectivement, j'étais très, très, très inquiète. Puis j'ai appelé un collègue avec qui je faisais l'entrevue. Puis j'ai dit, moi, j'ai pensé toute la fin de semaine. Bien, je pense que ce qu'on n'avait pas nécessairement évalué au moment même de l'entrevue, c'est la dangerosité. Mais c'est comme si on l'a reçu plus au niveau de la réaction socio-affective que cognitive. Tout à fait. OK? Alors, je pense que quand on l'est deux, puis on se dit, ben oui, on l'est inquiet les deux, ça nous a parlé de l'urgence d'intervenir. C'était pas juste réactif, c'était, OK, oui, il y a des éléments qu'on l'a senti, puis que là, après ça, on peut aussi décoder, parce qu'on est des fois un petit peu lent à décoder. Oui, puis l'autre chose que tu soulèves, c'est la nécessité de pouvoir l'aborder avec une autre personne, un collègue. Et ça, c'est important parce que cette dimension-là peut apporter une certaine neutralité ou une certaine objectivité dans ce qu'on vit avec le client, puis départager ce qui appartient au cognitif par rapport à l'affectif. Parce qu'il y a des choses qui sont rationnelles, qui ont un impact au plan affectif, puis il y a d'autres choses qui sont plus affectives, mais qui vont aussi avoir un impact sur l'explication que je vais avoir. Donc, cette dimension-là, elle est fondamentale dans le processus, dans la démarche. Et ce qui est important, c'est de pouvoir l'ouvrir avec d'autres professionnels ou d'autres collègues qui peuvent nous aider à bien comprendre l'ampleur de l'impact affectif ou de la résonance affective. Totalement. Puis je pense que l'autre partie aussi, c'est comment rester curieux en entrevue. Surtout dans un processus d'évaluation, mais je dirais dans tout processus, c'est que quand on reste curieux, c'est comme si notre tête se remet à penser, malgré les émotions. C'est comme si, je pense que quand on recommence à être curieux, comprendre ce qui se passe, poser des questions, on arrive à l'opposition qui fait partie de notre triangle. Cette espèce de, je dirais, au-delà de la réaction socio-affective, cette espèce de neutralité-là que je dirais bienveillante. Oui. Oui, puis c'est cette neutralité-là, quand on reste en éveil, quand on est disponible, on devient vigilant, parfois hyper vigilant, puis on peut saisir
les éléments qui nous interpellent davantage. Mais il faut être disponible. Et tu l'as mentionné tantôt, il faut être en mesure faut être en équilibre et être disponible et réceptif sans nécessairement être hyper vigilant, mais au moins à rester vigilant. Puis c'est important aussi, quand on fait les entretiens, de s'assurer qu'on comprend bien. OK? Quand on commence, on est comme gêné de poser des questions. Tu sais, on va dire, ben là, il va penser que je l'écoute mal. Tu sais. Il va penser que je l'écoute pas. Non, je comprends pas. Quand je comprends pas, je comprends pas. Alors, je le dis au client, je comprends pas. Je suis pas certaine de bien comprendre. Donc, je pense que cette neutralité-là, bienveillante, c'est aussi cette curiosité-là de s'assurer que je comprends bien ce qui se passe. C'est fondamental, parce que souvent, on fait notre propre interprétation des éléments qui nous sont rapportés sans valider notre compréhension. Puis quand on valide, on réalise qu'il nous manque souvent des éléments où on n'a pas saisi le sens, où on n'a pas toujours saisi le sens de ce que le client veut nous rapporter, d'où l'importance de valider. C'est ça. Puis l'équilibre est difficile parce que c'est quand on prépare une entrevue, OK? Donc, on a certains objectifs ou certaines informations qu'on va aller chercher. Comment garder ça en tête, mais être disponible aussi à l'entrevue. Et ça, c'est vraiment un art. Parce que si je reste juste centrée sur mes questions, ça se peut que je passe à côté de plein d'informations qui seraient plus importantes que ce que j'avais mis dans mon agenda au point de départ. Tout à fait. Puis moi, je pense que c'est ce que tu soulèves, Lynn, ça démontre la nécessité d'avoir un peu, pas d'expérience, mais de préparer l'entrevue, puis de commencer avec une question large. Une question large qui va nous permettre de suivre le client vers où il veut aller. Comment ça va? Qu'est-ce qui te préoccupe? Puis là, les vrais motifs, les vrais éléments qui préoccupent le client, ils vont être soulevés. Puis ça nous permet d'aller là où vers quoi elle veut nous amener, mais en même temps, on a notre plan d'entrevue avec lequel on va avoir des questions peut-être ouvertes, mais des questions semi-directives aussi. Puis on va pouvoir en même temps avoir nos points de repère, ce qui fait que on respecte le client, puis on évite d'être trop directif dans ce type d'entrevue-là. Exact. Puis je pense que c'est bien aussi que tu dis qu'on reste directif. Parce qu'il y a aussi des clients que c'est déplaisant de parler qu'on vit des difficultés. Hein? Même nous, comme intervenants, on n'aime pas ça. Non. Alors, il y a certains clients qui sont des experts pour nous amener complètement sur d'autres choses pour éviter le sujet. Donc, je pense que quand tu parles justement de cette espèce de plan-là, c'est comment rester à la fois souple, mais avoir aussi justement des paramètres ou oui, exact, pour être capable de bien mener notre entretien par rapport à ça. Donc, ça aussi, c'est je pense que lors de ces entretiens-là, puis cette neutralité-là, je dirais bienveillante, ça nous amène aussi à pouvoir, comment je pourrais dire ça, au fur et à mesure, décider, est-ce que cette hypothèse-là que j'avais de cette compréhension-là, est-ce que suite aux informations qu'ils me donnent, est-ce que ça vient confirmer ou infirmer? Oui. OK? Et c'est là aussi que ça m'aide à déterminer quels seront les autres moyens que je vais utiliser, soit pour confirmer, m'assurer que c'est la bonne hypothèse, ou passer complètement à une autre hypothèse. Bien, c'est ça, c'est certain, parce que l'absence de neutralité va faire en sorte qu'on va chercher les éléments dans le contenu qui vont justifier une hypothèse préalable. Et puis, si on n'a pas cette neutralité-là, bien, je pense qu'on manque beaucoup d'informations, parce que parfois, l'hypothèse préalable qu'on a, c'est pas l'hypothèse qui est la plus significative pour la personne. Donc, cette neutralité-là m'amène à être réceptif à l'ensemble des hypothèses, mais pas juste l'hypothèse préliminaire que je pourrais me faire, moi, comme professionnel. C'est ça, pas chercher les éléments, tous les éléments pour confirmer en faisant abstraction, finalement, des autres éléments qui pourraient m'amener à d'autres éléments. Exactement. Puis dans ce sens-là, bien, parfois, des instruments de mesure ou des fiches d'auto-évaluation. Des échelles de dépistage peut nous aider aussi. Peut nous aider aussi si on trouve qu'on manque de neutralité par rapport à ça. Là, cette objectivité-là peut nous aider. Oui. Donc, aussi, parfois, l'autre élément qui nous aide beaucoup lors de nos observations, c'est de faire sens à notre, comment je pourrais dire ça, à notre conscience de ce qui arrive. C'est-à-dire que il y a des comportements qu'on sait que la réponse devrait être
X. X. OK? Quand la réponse est Z, OK? Il faut se questionner. Qu'est-ce qui fait que le comportement attendu, OK, n'est pas celui-là? Et souvent, ça nous amène à comprendre plus la particularité de l'individu à qui qu'on fait face. Tout à fait. Donc, Tout à ça, fait. c'est vraiment une partie subjective qu'il faut qu'on prenne en compte pour vraiment nous aider à savoir, surtout lorsqu'on fait de l'observation participante, tu sais, comme moi, comment il y a beaucoup d'informations qu'on a, bien, quelle information que j'ai besoin de cibler. Puis cette information-là va faire, lorsque je suis en observation participante, c'est ce qui est prévisible, OK? Puis de ce qui est imprévisible comme comportement. Ouais. Ça va m'aider à faire une centration. Parfois, ça Tout à va être fait. dans le prévisible. Je vais dire, ben ça, il l'a comme ressource, bravo, tu sais. Mais ça, c'est Sinon, bizarre. c'est déstabilisant. Oui. C'est déstabilisant, mais il faut comprendre le processus. Il faut au moins se questionner sur comment ça se fait qu'on arrive à une réponse comme celle-là, alors que, je dirais, en principe, on n'aurait pas reçu cette réponse-là. Non. Et c'est souvent ça qui nous aide justement à éliminer ou à aller continuer à creuser un sujet ou un autre. Oui. C'est d'ailleurs pour ça, fondamentalement, qu'on sollicite notre opinion clinique. C'est d'aller derrière le comportement pour voir qu'est-ce qui sous-tend ce type de réponse-là. Alors, je pense que la dernière étape, c'est au niveau de la narration de Oui. l'évaluer. OK? J'ai toujours, on apprend un vocabulaire très spécialisé, mais le rapport s'adresse à nos clients. OK? Il appartient à nos clients. Oui. Donc, pour moi, c'est hyper important lorsqu'on reprend le rapport, d'être le plus proche possible de comment lui, OK, raconte ce qu'il vit ou nomme ce qu'il vit. Oui, tout à fait. OK? Je trouve que c'est important de bien écouter puis de s'assurer aussi que qu'est-ce que je dis, ça fait sens pour lui. Effectivement. OK? Puis de ne pas vous gêner de le vérifier. Parce que, comme je dis, quand on est dans une situation de stress, comme dans un rapport d'évaluation, les gens sont sous haute tension. OK? Et parfois, ils sont gênés, eux autres aussi, de poser des questions. OK? Donc, c'est important d'aller solliciter leur compréhension. Est-ce que ça va dans le sens... Est-ce que ça fait sens pour vous? C'est ça, tout à fait. OK? Si ça ne fait pas sens pour vous, bien, on questionne pourquoi ça ne fait pas sens pour vous. Parce que des fois, les gens nous disent « Ah, j'avais pas pensé à ça, mais ouais, oui, ben oui, ça pourrait, oui, ça pourrait, ça pourrait m'aider à mieux comprendre. » Tout à fait. Donc, je pense que toute la façon de présenter, elle va être teintée vraiment par ce grand respect-là. Oui. OK? Ce qu'on observe, en tout cas, c'est que même si on fait une évaluation très rigoureuse, si on n'a pas la capacité de valider le contenu, c'est un rapport ou une évaluation qui va rester sur les tablettes, même si c'est très rigoureux. Puis, à l'inverse, quand on est capable de transmettre le contenu de notre évaluation puis notre opinion, puis qu'il y a une réceptivité, puis qu'il y a une appropriation de la personne, de ce qu'on rapporte, même si c'est pas je dirais, comme si peut-être elle n'admet pas tout ce qu'on transmet, mais si elle comprend, puis si elle l'accepte d'une certaine façon, bien, c'est sûr que là, notre évaluation va avoir un sens beaucoup plus grand parce qu'il va y avoir une mobilisation du client. C'est ça. Puis bien entendu, c'est sûr que dans cette transmission-là, c'est toute notre capacité aussi de changer le niveau de notre langage. C'est comme je disais, si je travaille avec un enfant de 5 ans, je vais lui expliquer c'est quoi mon rapport. Oui. OK, Oui. mais je vais prendre un niveau qu'un enfant de 5 ans comprenne. Tout à fait. OK, donc Tout à fait. beaucoup plus concret dans mes mots, beaucoup. Puis je vais m'assurer de son non-verbal, s'il vient appuyer, s'il comprend ou pas. Puis je vais m'ajuster aussi aux parents en fonction de leur capacité aussi à comprendre ce que je leur dis. Parce que avant tout, comme je dis, le rapport est fait pour eux les aider. Exactement. Puis après ça, bien, appuyer les intervenants dans l'intervention ou m'appuyer moi dans les interventions. C'est la meilleure façon. C'est ça. Ouais. Alors, je trouve que le savoir-être, OK, c'est une dimension qui est vraiment, vraiment importante et qu'il faut vraiment considérer parce que ça fait toute la différence dans l'adhésion de ce qu'on dit, mais éventuellement aussi comment que la personne va avoir vécu, OK, ce contact-là avec nous va être déterminant aussi de
de comment qu'elle veut poursuivre aussi au niveau Oui. de l'intervention. Puis les étudiantes le voient beaucoup à travers les schèmes relationnels, notamment à l'intérieur de leur stage ou dans les activités professionnelles. Mais c'est dans le fond l'appropriation des 6 schèmes relationnels qu'on transpose dans une forme de neutralité bienveillante, comme tu l'as mentionné tantôt. C'est ça. Alors, tantôt, je disais, c'est plus la page 113 à 130 du volume, où on parle de cette dimension-là du savoir-être. Puis le dernier chapitre, bien, c'est des illustrations concrètes, pratiques de notre démarche. Fait que, au plaisir. Merci.